Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Aujourd'hui, Océane Pêcheux, présidente de l'association, interroge le professeur Garabédian sur l'analyse physiologique du RCF. Le professeur Garabédian est un jeune agrégé de gynécologie obstétrique qui travaille au CHRU de Lille. Expert en analyse physiologique du rythme cardiaque fœtal, il a bien voulu nous exposer de manière synthétique ces techniques d'analyse. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous suivre sur ce podcast sur l'analyse plus physiologique du rythme cardiaque fœtal et l'importance du contexte. Professeur Garabédian, avez-vous une méthode facile à nous conseiller pour évaluer de manière systématique le contexte obstétrical avant d'interpréter un rythme cardiaque fœtal ? Très bonne question, merci. Alors c'est vrai que nous on utilise un moyen mémotechnique finalement assez simple pour l'analyse du rythme. Déjà, je pense que c'est très important de bien structurer son analyse et de la même façon de bien structurer son observation quand on est appelé en salle de naissance. Donc nous on utilise compte de Bavard. Alors ça peut faire un petit peu rigoler entre guillemets ce compte de Bavard, mais ça permet de rappeler que faut évidemment prendre en premier le contexte. Puis ensuite, on va aller regarder le rythme de base, ses variations, la présence d'accélération, la variabilité, la présence de ralentissement, le D pour dynamique utérine, ce qu'on a un peu tendance à oublier, et le S pour synthèse. Et quand on regarde pour le contexte, il y a un acronyme anglais qu'on utilise beaucoup et qui a été publié par Edmund Chandra-Arendt et qui est simple à retenir, c'est Mothers. M pour méconium, O pour ocytocine, parce que vous savez que ça fait des contractions plus fortes, plus intenses, avec plus rapprochées, avec moins de temps de récupération pour l'oxygénation fœtale entre deux contractions. Le T pour l'hyperthermie maternelle, la température. Le H pour hémorragie et puis l'hyperstimulation utérine. Le E donc pour épidural, donc 11% d'anomalie du rythme dans les suites de la peau du péridurale dans une belle étude de Robert Debré de Diane Korb. Le S pour l'utérus cicatriciel, pour SCARE, et le R pour le rate of progress, qui est finalement aussi, bien sûr, dans le contexte de voir comment se déroule le travail et la dilatation. Pouvez-vous nous expliquer les différents stades de compensation de l'hypoxie fœtale ou les différents types d'hypoxie et leur traduction sur le monitoring ? Oui, alors tout à fait. Alors, il faut déjà savoir que beaucoup d'études viennent de la brebis et d'autres constatations cliniques. Donc toujours un petit peu selon Chandra-Arendt, qui est un auteur qui a beaucoup travaillé sur la physiologie et qui dans les dernières recommandations FIGO fait une part importante à cette lecture plus physiologique du rythme. Donc on a 4 types d'hypoxie. On a l'hypoxie aiguë, ça on sait tous faire le diagnostic, c'est la procédance du cordon sur une bradycardie, etc. L'hypoxie subaiguë, typiquement dans l'hyperstimulation liée à l'ocytocine. L'hypoxie chronique, qu'on retrouve dans les tableaux de RCU vasculaire très sévère, d'anémie fœtale par exemple. Et puis l'hypoxie progressive, qui est finalement la plus fréquente et celle avec la plus importante source d'erreurs d'interprétation. Et justement, quand on regarde un petit peu ces différents stades, et donc je vous dis, c'est essentiellement sorti à partir d'études expérimentales. En fait, ce qu'on décrit classiquement, c'est que dans un premier temps, donc le fœtus va essayer de protéger son cœur, qui est l'organe noble le plus important, en diminuant sa charge de travail. Et donc, ce qu'on voit sur le monitoring, c'est finalement la survenue de ralentissement. Puis ensuite, il va essayer de préserver son énergie. Donc, on va avoir finalement une disparition des accélérations. Puis, on va avoir une augmentation de la ligne de base. Et ça, j'insiste sur ce point, c'est plus intéressant de regarder l'augmentation de la ligne de base que finalement classer en tachycardie, pas tachycardie, etc. Ce qui est intéressant, c'est de voir vraiment la dynamique. Et c'est pareil pour les ralentissements, c'est de voir comment évolue le travail depuis le début. Et donc, cette modification de la ligne de base, elle est faite essentiellement sous l'effet des catécholamines et du système nerveux autonome avec la part sympathique. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit l'augmentation de la fréquence cardiaque qui permet une meilleure redistribution du sang oxygéné, une vasoconstriction périphérique qui permet une redistribution vasculaire vers les organes nobles, donc aussi le cerveau, et puis l'activation de la glycogénolyse, et c'est là où le fœtus passe en métabolisme anaérobique. Du coup, l'augmentation de la ligne de base est significative à partir de combien de battements par minute en plus ?
Donc c'est une vraie question. Dans la littérature, rien n'est tranché, et c'est un petit peu aussi la difficulté ou la critique qu'on peut faire aussi parfois sur cette lecture, c'est que certains auteurs disent que c'est plutôt 10%, plutôt 20%, sans que ce soit des BPM précis, puisque évidemment c'est ça qui est intéressant, c'est de voir la variation par rapport à la ligne de base initiale. Le seuil de 20% semble quand même assez intéressant et significatif. Et donc, après cette augmentation de la ligne de base, finalement, ce qu'on peut voir comme anomalie survenir, c'est l'atteinte du système nerveux autonome. Vous savez, entre la branche parasympathique et la branche sympathique, c'est vraiment ce qu'on voit sur la variabilité du rythme cardiaque fœtal. C'est ce que les anglo-saxons appellent le flip-flap. Et cette perte de la variabilité serait donc le reflet d'une atteinte cérébrale. Avant finalement une vasodilatation complète, et c'est là où c'est très piégeux, c'est le retour à la ligne de base, parce que finalement, il y a cette vasodilatation avant le end stage qui est vraiment la bradycardie terminale. Donc, c'est classiquement ce qui est décrit un petit peu dans les hypoxies progressives et les différents stades et les différentes anomalies qu'on peut voir. Mais comme vous savez, parfois, on n'a pas de ralentissement avant une augmentation de la ligne de base, on a une perte de la variabilité avant une augmentation de la ligne de base, mais classiquement, et ce qui est le plus observé, c'est un petit peu ces différentes étapes. En fonction des différents types d'hypoxie évoqués, quelle conduite à tenir préconisez-vous, s'il vous plaît ? Donc en fait, toujours, ça va évidemment, vous avez bien compris, dépendre du contexte. L'hypoxie aiguë, ça, tout le monde sait qu'il faut réaliser une naissance en urgence, soit évidemment une césarienne ou un accouchement instrumental en fonction du contexte. L'hypoxie subaiguë, la plupart du temps, c'est lié à l'utilisation de l'ocytocine. Donc la première chose à réaliser, c'est l'arrêt de l'ocytocine, plus ou moins la réalisation d'une tocolyse d'urgence. Ça dépend des pratiques de centre. Il faut savoir qu'il n'y a aucune étude vraiment randomisée de bonne qualité qui a montré une supériorité de l'utilisation de la tocolyse d'urgence. Mais par exemple, nous en utilisons une, et y compris sur des hypercinésies spontanées, même sans ocytocine. Vous utilisez quelle molécule pour la tocolyse d'urgence ? Alors, nous, on utilise du salbutamol fort avec une demi-ampoule. Après, je sais qu'il y a d'autres centres qui utilisent par exemple du Bricanil. Ça dépend vraiment des pratiques un petit peu locales. Pour l'hypoxie chronique, ça va évidemment dépendre du contexte, de l'âge gestationnel, de la discussion aussi parfois avec les parents, puisque finalement l'hypoxie chronique peut être le reflet d'atteinte cérébrale sévère, et on n'aura évidemment pas la même conduite à tenir si on découvre ça à terme lors d'une consultation de terme par exemple, ou sur un 24 semaines retard de croissance sévère avec premier enregistrement. Et pour l'hypoxie progressive, il faut toujours se poser la question d'abord, reprendre l'acronyme Mothers, et puis voir les actions de ce qu'on appelle un petit peu la réanimation in utero, c'est-à-dire l'arrêt de l'ocytocine, mettre la patiente en décubitus latéral gauche, voir s'il n'y a pas une hypotension artérielle qu'on peut corriger soit par du remplissage, soit par de l'éphédrine par exemple. S'il y a une hyperthermie, donc la mise en place d'antibiothérapie. Et puis aussi essayer évidemment de penser, si on est dans un contexte d'utérus cicatriciel, de savoir s'il n'y a pas une rupture utérine, et donc de vraiment reprendre tous les éléments du contexte et faire ces manœuvres un petit peu de réanimation in utero. Et je rappelle au passage que l'oxygénothérapie maternelle n'a aucun intérêt pour corriger des anomalies du rythme cardiaque fœtal. D'accord. Une petite dernière précision. Pour l'hypoxie aiguë, par contre, vous ne tentez jamais la tocolyse d'urgence ? Donc pour l'hypoxie aiguë, évidemment, on peut tenter une tocolyse d'urgence si c'est une hypertonie utérine, et en fonction des pratiques des centres. À l'inverse, évidemment, si c'est un HRP ou une procidence, là, la naissance doit être immédiate. Quelle modification du rythme cardiaque fœtal évoque plutôt une infection intra-utérine qu'une hypoxie ? Et quelle conduite à tenir recommandez-vous dans cette situation ? Alors c'est difficile de faire la part entre l'infection intra-utérine et puis l'hypoxie. Ce qui est classiquement décrit dans l'infection intra-utérine et ce qui est repris dans les recos du CENGOF sur les ruptures prématurées des membranes, dans le chapitre de Gaël Becher, c'est essentiellement la survenue d'une augmentation de la ligne de base avec une tachycardie et la diminution de la variabilité. C'est difficile en cours de travail de bien faire la différence, évidemment, et puis il faut toujours revenir, et on revient sur ce qu'on disait au début, sur le contexte, que finalement, par exemple, devant la survenue d'une augmentation de la ligne de base, ce qui est important, c'est de prendre évidemment la température
maternelle au moins à 2 reprises pour confirmer une hyperthermie. Et donc du coup, en cas de présence de signes d'infection intra-amniotique, combien de temps vous donnez-vous avant d'imposer la naissance en fonction du contexte ? Complètement, ça dépend complètement du contexte. Alors ça va dépendre de l'âge gestationnel, de la dilatation cervicale, de la parité, de la présentation. Vous utilisez quand même des repères, des cut-offs ? C'est impossible de donner un cut-off. On a discuté pendant les recommandations. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas, ça n'est pas en tant que tel une indication de césarienne. C'est pas parce qu'il y a une infection qu'il faut faire une césarienne. Par contre, il faut évidemment prendre tout le contexte, mettre une biantibiothérapie et puis se poser la question de la naissance, en effet, en fonction de la dilatation cervicale et de l'âge gestationnel. Mais ça dépend complètement de quel stade se trouve la patiente. Évidemment, si elle est en cours de travail à 8 cm à terme, c'est pas la même chose que 26 semaines d'aménorrhée et un col fermé. Et vous utilisez quoi comme biantibiothérapie ? Pour l'antibiothérapie, nous, on est plutôt sur une association entre céphalosporine et puis un aminoside. Et donc, c'est, en tout cas, dans les recommandations, c'est justement l'association soit d'une pénicilline ou d'une céphalosporine avec un aminoside. Un grand merci au professeur Garabédian. Pour en savoir plus, vous pouvez vous procurer son livre sur l'analyse pratique du RCF, publié chez Elsevier-Masson. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.